Bonjour, Bonjour. ceci est le premier épisode d'une émission Et si les femmes étaient présidentes, consacrée au féminisme et aussi sur différents sujets où on pourra voir comment parfois on empêche les autres de vivre pleinement et comment chacun à sa manière influence la vie des uns et des autres. Et comment on peut apprendre à se traiter avec plus de douceur, plus de bienveillance les uns envers les autres. J'espère que cela pourra être utile à quelqu'un. Laura Dallo, Bonjour. bonjour, comédienne, autrice, fondatrice du festival Fémixité qui se tient en novembre à Paris chaque année. Et Santana Chouchnia, elle est danseuse, comédienne, autrice, chorégraphe, metteuse en scène, performeuse et marionniste. Pouvez-vous vous présenter et dire ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, je suis comédienne, je suis autrice de pièces de théâtre et je me mets à l'écriture de scénarios également. Et en effet, j'ai créé ce festival, le festival Fémixité, afin de parler des femmes, afin de montrer que chaque chemin était valable et valide, et pour faire un état des lieux sur les conditions des femmes et sur l'égalité entre les genres. C'est un festival que j'ai créé en 2015. Au départ, je disais pas que c'était un festival féministe au départ parce que quand on dit féminisme, ça se vend mal. Les gens, tout d'un coup, ont un mouvement de recul, alors que féminisme est un très joli mot. Et c'est en 2017, avec MeToo, que je me suis dit qu'il était important de se positionner politiquement. Donc oui, c'est un festival féministe et le féminisme, c'est un mot qui est plein d'espoir. Merci. Du coup, donc oui, donc je suis Santana Chouchnia, donc je suis comédienne, quoi, artiste pluridisciplinaire. Je fais énormément de choses. J'ai aussi une compagnie, la compagnie Mnemosina, avec laquelle j'ai créé mon quatrième spectacle, Feu au Karma, le cœur des femmes, pour justement remettre un peu la femme, comment dire, redorer aussi ce mot de femme. C'est-à-dire que les femmes ont honte de dire je suis une femme. Aujourd'hui, le mot féminisme, justement, c'est compliqué, c'est pas vendable, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, quand une femme se bat pour ses droits, c'est quelqu'un qui prend trop d'espace. Parce que on a l'impression, en tout cas, que l'espace a déjà été fait, qu'il a déjà été pris et que les femmes se sont déjà assez battues. Non. En fait, non, on commence à peine, puisqu'on n'a toujours pas en fait des postes importants, qu'on n'a toujours pas en fait une mainmise, je veux dire, dans l'économie et dans la politique de notre pays, et encore moins dans des politiques internationales, quoi. Donc voilà, donc je suis une artiste engagée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je lui ai aussi demandé comment s'appelait au début ton émission, le Le festival. festival, Pardon, le festival. lors de la première édition, après on a changé de nom parce que c'était trop compliqué, c'était Women in All States. Parce que je voulais dire en gros les femmes dans tous leurs états. Mais la vraie traduction aurait été de dire Women in All Their States. Et puis quand j'ai tenté de communiquer autour de ce festival avec le nom de départ, je faisais Women in All States et les gens faisaient hein. Quoi? Répétez. Women in All States. Ah, j'ai pas compris. Répétez. Bon, ok. Mauvais choix de nom. Et du coup, je me suis dit, fais mixité pour mixité de choix, mixité de chemin, et aussi parce qu'on parle de mixité aussi, on parle d'égalité et de mixité, mais aussi mixité par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport au genre, quoi, Aux ethnies. aux ethnies, oui, par rapport aux ethnies, par rapport à tout, parce que chaque femme est la bienvenue, quoi. Oui, bien Voilà. sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'autre question, c'est qu'est-ce que le féminisme représente pour vous et à quoi sert ce mouvement selon vous?
Alors, moi, je me suis... Oh, c'est un papillon. Je me suis intéressée au féminisme. Bah, déjà, quand j'étais petite, il y a une phrase qu'on me disait souvent et que je n'aimais pas, c'était oui, les filles sont moins fortes que les garçons. Et ça m'agaçait cette phrase parce que du coup, moi, ça me réduisait, je me sentais réduite. Or, je ne suis pas faible. Je prends, enfin, j'ai autant d'espace, autant de capacités que les hommes. Et Excuse-moi. oui. Et tu l'as pris ça comme plutôt physique ou plutôt, comment dire, c'était par rapport physique Par rapport au... Ouais. ou Par pourquoi rapport, c'était... par rapport au fait que les femmes étaient beaucoup plus faibles, que ce soit physiquement ou... Oui, non, c'est physiquement. En gros qu'on avait besoin sans cesse d'être protégées. Alors, certes, musculairement, ok, on n'a jamais dit le contraire. Les femmes, ce n'est pas pareil que les hommes musculairement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça n'empêche pas de pouvoir se défendre, ça n'empêche pas de pouvoir faire du sport. Ça ne veut pas dire qu'on doit être réduite à la petite chose qu'on doit défendre. Et on peut prendre notre place aussi. Et à ce sujet, je vous renvoie toutes et tous à la vidéo de Marine Perrin qui a fait une très bonne vidéo sur la musculature des femmes, la musculation des femmes dans le sport. Voilà. Et donc, du coup, revenir sur la question de départ, sur comment le féminisme est venu à moi et qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Euh, donc déjà, il y a cette phrase qui m'agaçait. Et puis en même temps, je regardais des mangas. Moi, j'adorais les mangas. Je voyais des femmes se battre et je me suis dit, bah voilà, voilà. Certes, c'est pas la réalité, mais c'est déjà quelque chose qui fait du bien, quoi. Et puis j'ai une mère qui est féministe, qui nous a donné une éducation féministe. Et Comment on peut voir ça? Comment on peut expliquer ça? alors, Pourquoi elle était féministe? Pourquoi... Alors, il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas, ou des fois, maintenant, quand j'en parle avec elle, elle comprend pas trop. Mais il y a des choses sur lesquelles elle nous disait, mais les filles, par exemple, quand on était jeune, on voulait s'épiler. Parce qu'on voulait, quand on était ado, on était hyper normative. On voulait être comme tout le monde. Et elle nous disait, mais pourquoi vous épilez les filles? Pourquoi vous faire du mal comme ça? Pourquoi? Enfin, vous êtes là, vous obéissez à un truc hyper normatif, mais vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous êtes, quoi? Et je me souviens aussi, mes parents avaient, à l'intérieur des vacances, mes parents avaient loué une maison de vacances. Et il y avait le propriétaire qui nous fait la visite des lieux. Et il fait, alors madame, la cuisine, ça fonctionne comme ça. Et là, il y a ma mère qui a un tressaillement comme ça, genre, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Surtout que c'est jamais elle qui faisait la cuisine. Et monsieur, les travaux, voici les outils. Double tressaillement de ma mère. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et pourquoi? Et puis il part. Et elle fait à mon père, t'as vu ce qu'il a dit? Mais quelle honte! Très avancé. Oui, c'était assez avancé. Puis ma mère, enfin, je veux dire, elle rentrait tard. Elle, elle ne privilégiait pas sa carrière par rapport à sa famille. Disons qu'elle mettait. C'était égalitaire. Alors parfois elle rentrait tard, mais c'était quelque chose sur lequel elle ne voulait pas faire de sacrifice, quoi. Je pense elle était heureuse. Oui, ça l'amusait d'apprendre, ça l'amusait de découvrir. Mais tout en sachant aussi s'occuper de ses enfants, quoi. Je pense que je pense que c'est très important parce que elle était heureuse et de faire sa carrière et de s'occuper de ses enfants, mais pas que s'occuper des enfants. Et alors, je rajouterai aussi quelque chose par rapport à ma mère, parce que ça va avec autre chose. On aimait bien lire Max et Lily. Quand on était petite, c'est un petit bouquin pour les enfants. Par exemple, Max et Lily, Max se drogue, Max fume. Mais là, elle nous avait offert, surtout pour ma sœur, Lily a été suivie. Et moi, j'ai commencé à le lire et en fait, ça m'a traumatisée parce que je me suis dit, en fait, c'est là où je me suis dit, en tant qu'enfant, dans l'espace public, je suis une proie, mais aussi en tant que femme. Et c'est là où a commencé aussi cette prise de conscience sur le fait qu'il y avait une inégalité entre les enfants et les adultes et
les femmes et les hommes. Donc, par rapport à la question comment je suis arrivée au féminisme, je pense que n'importe quelle femme en fait arrive au féminisme dès sa naissance. Tout simplement parce que on est des petites, en tout cas beaucoup d'entre nous, sexualisées. C'est-à-dire que moi, la première fois où j'étais sexualisée, j'avais 4 ans. Donc à 4 ans, en fait, on est déjà un objet sexuel. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors sexualisé à 4 ans, c'est-à-dire que des hommes passent devant nous, nous touchent les fesses, nous disent qu'on est mignonne, parce que j'ai habité à Marseille, donc on était déjà en train de se faire siffler dans la rue à 4 ans, 4-5 ans. À 7 ans, je me suis fait traiter de par un parent d'élève, parce que j'étais habillée en mini-jupe. Mais à 7 ans, moi, je comprends pas ce que c'est d'être habillée en mini-jupe. J'ai juste mis une jupe que j'aimais bien avec des poissons. Donc, c'est le... Ah, il a dit, bah regarde, on dirait une... Tout simplement. Sauf que toi, t'as 7 ans et c'est le père de ta copine. Et t'es là, tu fais, pourquoi? Donc, en fait, le féminisme, il arrive très tôt à cause des agressions sexuelles. Et les agressions sexuelles, elles arrivent énormément tôt, et ça arrive tout le temps. Et on est tout de suite sexualisé, donc on est tout de suite mis dans un monde où le garçon n'est pas autant sexualisé que nous. Je veux dire, on ne traite pas un garçon de à 7 ans. Donc le féminisme arrive très tôt. Et le problème d'être agressé comme ça, c'est qu'avant de devenir féministe, on devient misogyne. Puisque forcément, on déteste la femme. Puisque la femme, c'est quelqu'un qui se fait agresser, qui n'a pas voix au chapitre, qui doit se taire, qui doit rester à la maison, qui n'a pas le droit d'avoir une éducation un peu plus, puisque s'il n'y a pas assez d'argent, ben c'est le fils qui va faire des études, c'est pas la fille. Donc en fait, à chaque fois... et les filles vont se marier. Et le problème, c'est comme une fille va se marier, elle va perdre le nom de son père. Donc très très vite, le père va se désintéresser de la fille, puisqu'il sait que son nom ne va pas perdurer. Donc en fait, le souci du féminisme, c'est surtout le souci de cette société. C'est une société qui nous éduque en nous disant que les femmes vont perdre leur statut, que toute femme n'a pas de statut dès la naissance. C'est l'horreur. C'est vrai que c'est même par le nom, parce que je me suis demandé aussi qu'on perd notre nom de famille. Il y a ma mère qui, en se mariant, s'est battue pour garder son nom de famille. Elle a gardé. Elle l'a gardé. Génial, super. J'étais surpris par rapport que tu as raconté par rapport à tes 4 ans, quand tu étais déjà sexualisée, et 7 ans, c'est étonnant, mais malheureusement, ça existe beaucoup. Ça n'existe pas beaucoup. Il faut se rappeler qu'en France, toutes les 3 minutes, un enfant ou une enfant subit une violence sexuelle, c'est-à-dire un viol. Aujourd'hui, en France, pendant qu'on parle, ça fait peut-être 40 minutes qu'on parle, il y a déjà 5 enfants qui ont subi un viol. Une femme subit un viol, une femme sur 2 subit une agression sexuelle en France aujourd'hui, en 2025. C'est pas juste des idées, un petit truc de société. Non, aujourd'hui, exactement. Mais ça se passe partout. Et aujourd'hui, en France, dans un pays dit civilisé, notre ancien ministre de la Justice est un avocat qui a gagné en pénal des procès pour libérer des pédocriminels. C'est grâce à Dupond-Moretti qu'on a plus de 40 pédocriminels en liberté. Et c'est comme ça qu'il a fait sa carrière. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au ministère de la Justice et qu'aujourd'hui, monsieur joue au théâtre. Mais si c'est pas une belle blague, ça, quand même. Voilà. Donc la France, en fait, elle a un vrai souci d'hypocrisie. Donc le féminisme, c'est plus qu'important. C'est pas juste une idée. C'est un combat au quotidien pour juste arriver dans une égalité. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'être plus fort que les hommes, on demande juste d'être entendu, d'exister, de dire maintenant on existe, on est là. Et vous faites en sorte qu'on existe et qu'on ne soit pas morte tous les 2 jours en fait. On est en France. En Égypte, 98% des femmes sont excisées. Je veux dire, on est en France, on est dans un pays dit civilisé. C'est quoi en fait si dans le pays civilisé, on laisse des enfants se faire violer toutes les 3 minutes?
Alors c'est quoi un pays dit non civilisé? Donc le féminisme, on devrait tous être féministes. Et les hommes devraient être les premiers à vouloir protéger leurs enfants. Parce que oui, c'est beaucoup plus large. Le féminisme, c'est beaucoup plus large. C'est le système patriarcal où on vit. Et c'est pas pour créer le système des femmes, c'est pour être égal, c'est pour être en égalité, c'est tout. Merci beaucoup. Avez-vous déjà ressenti de la discrimination en tant que femme? Si oui, sous quelle forme? Peut-être dans la vie déjà adulte ou enfant ou adulte. Merci. Eh bien, déjà, ça commence étant adolescente, où on se fait harceler dans la rue. Ça commence à 14 ans. Et, euh, et puis après, ça continue. On est, on se met à adopter une stratégie j'allais dire de survie dans la rue, mais c'est presque ça, quoi. Par exemple, le soir, de défense, quoi. On s'habille pas comme on veut parce que si on rentre tard le soir, parce qu'au risque de se faire. Donc déjà, on développe. Oui, on se prépare déjà à ça, quoi. Ouais. De mettre Mm. plutôt, oui. Et aussi, j'ai l'impression que notre colère n'est pas valide, n'est pas valable. Quand je parle de certaines choses, quand je parle d'inégalité, quand je suis en colère, euh, souvent ce qui arrive, c'est oui, mais t'es un peu hystérique quand même. Alors que non, en plus, je parle de façon totalement courtoise, mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Les hommes sexistes, quand ils sont en manque d'arguments, alors que toi, le ton que tu emploies est totalement courtois, eux, soit ils s'énervent en disant oui, mais elle est hystérique. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans une interview où il y avait Sandrine Rousseau et un autre homme politique, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais elle a expliqué les choses de façon hyper courtoise et lui, il s'énerve en disant j'en ai marre de cette hystérique. Mais elle explique les choses dans un ton très calme. Elle est en colère et elle est dans une colère saine et utile et c'est toi qui t'énerves. Donc dès qu'on exprime... C'est toujours quand on manque de la force, on commence oui, à hurler. Quand on manque d'arguments, on commence à hurler ou bien on a des mots totalement sexistes. Oh là là, mais t'es hystérique. Oh là là, mais tu as tes règles. Déjà, c'est un signe. Voilà, déjà. Et donc, voilà, moi j'ai l'impression quand je parle avec des gens que je ne suis pas assez entendue. Et aussi quand j'écoute les témoignages de mes sœurs de lutte, elles aussi, elles ont subi aussi beaucoup de choses. Et je trouve qu'on est en train d'essayer de nous effacer de l'espace public. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lors de la victoire du PSG. Leur façon de fêter la victoire, c'était de terroriser les femmes. C'était pour dire, tu es là, de quel droit tu es dans cet espace public-là? Et en gros, je vais te faire peur parce qu'on a gagné et parce que ma façon de gagner, ma façon de fêter la victoire, c'est de te faire peur, de montrer que tu es une proie. Et ça devient, et tout d'un coup, on se dit, mais est-ce qu'on a le droit d'être là, quoi? Quand on faisait cette remarque, la réponse de certains hommes, c'était, bah ouais, mais on vous avait dit que ce serait le carnage. Mais bah ouais, mais dans ce cas-là, si c'est un carnage, c'est vous le problème, quoi. C'est vous qui ne devez pas être dans l'espace public. Allez fêter la victoire dans votre salon, quoi. Et ne sortez pas. Voilà. Alors, des discriminations, moi je pense que c'est au quotidien. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. À votre avis, on est à peu près dans le monde de la danse, on doit être 80% de danseuses. On est d'accord? À peu près. Ou même peut-être même plus, même peut-être 90%. En chorégraphe, le chiffre tombe. Où sont les chorégraphes féminines? Enfin, mais où sont-elles? Pareil pour le théâtre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de pouvoir. Parce qu'en fait, on se coopte. L'artistique, c'est quoi? C'est du cooptage. C'est je te connais, viens avec moi, on va y aller. Les mecs, ils se cooptent entre eux.
est facile, donc il y a plus de mecs. Les metteurs en scène, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de metteuses en scène femmes. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de metteuses en scène femmes. C'est faux. Mais pourquoi elles ne sont pas dans les théâtres nationaux? Et pourquoi nous ne faisons pas ça? Alors, pourquoi on ne se compte pas entre nous? C'est une bonne question. On parle de sororité, justement. Là, parce que la sororité, en fait, moi, j'y crois. Mais j'ai de plus en plus de mal à y croire. Puisque les femmes, quand elles arrivent au pouvoir, elles prennent une stratégie masculine. Pour arriver au pouvoir, on prend une stratégie masculine. Et beaucoup de femmes, hélas, une fois qu'elles sont au pouvoir, elles vont faire comme un homme. Pour montrer aux hommes que c'est pas une femme. Et pour montrer aux femmes que c'est plus qu'une femme. Je peux finir, mais je pense aussi qu'il y a une peur. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une stratégie patriarcale puisque c'est la seule qu'on a appris. Donc, ok, on a appris cette stratégie, très bien. Bien sûr, on est éduqué dans un système patriarcal et donc et capitaliste. Donc, on essaye de faire ça. On essaye de faire la même chose. Une fois en fait qu'on a réussi, alors qu'on s'est battu comme une malade, qu'on a réussi là-haut, on est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on aide de moins en moins les autres meufs qui sont en train de dire non mais s'il te plaît, ah ouais, mais moi j'ai vécu la y arriver. Donc toi aussi vis la guerre. Il y a ce truc humain de moi j'ai traversé la guerre, je vais pas t'aider alors que toi t'as rien fait. Il y a ce truc humain aussi. Et en fait, il faut vraiment rééduquer toute la manière sociétale de penser. Le féminisme, c'est pas juste aujourd'hui, maintenant, je dis ça, je me bats, ouais, j'ai fait 2 manifs, c'est génial, je suis féministe. Non, c'est tous les jours, tu parles avec quelqu'un, tu déconstruis ta manière de penser, tu déconstruis la manière de penser de l'autre, t'éduques. Toute la journée, tu ne fais qu'éduquer. Avec le temps, ça va se... J'espère. Ça va être changé. Je rajouterais juste un truc par rapport à la misogynie intériorisée des femmes. C'est un truc, une arme qu'a réussi le patriarcat. C'est que le patriarcat a réussi à nous refourguer dans notre cerveau cette misogynie intériorisée. Et c'est déjà une victoire pour eux. Et ça fait partie de la stratégie. Voilà. Et si je peux ajouter, depuis en fait Trump, là quand même on a gagné le gros lot. Donc depuis Trump, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Trump a fait une grosse campagne chez les femmes pour qu'elles deviennent des femmes des tradwives, des femmes traditionnelles. Donc qui restent à la maison, qui s'occupent des enfants et qui font tout pour que le mari y arrive. Oui. Voilà. Il a fait sa campagne comme ça. Trump a été un des présidents américains élus le plus par les femmes. C'est historique. C'est étonnant. Et oui, parce qu'en fait, il leur a fait un lavage de cerveau pendant plus de 6 ans. Un lavage de cerveau avec sa femme et sa fille, qui est allée dans tous les États pour dire regardez comment c'est génial d'être une tradwife. Trump, il a fait un coup génial de maître aussi, il a mis tous ses porte-paroles des femmes. Comme il a fait ça, il a pu se permettre de rajouter du sexisme dans tout ce qui est méta, tout ce qui est Facebook, Insta, machin. Maintenant, il y a du sexisme partout. Il a tout rajouté. Donc maintenant, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est que, regardez, j'ai été élu par des femmes. Regardez, j'ai mis des femmes en tant que porte-parole. Regardez, je suis féministe. Non, derrière, il nous a tout fracassé. Et donc derrière, il a fait en sorte que maintenant, nous les femmes, on se dise mais c'est génial d'être à la maison. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon compte Insta, je vais me faire belle. Et toute la journée, je vais faire regardez, c'est ça qu'il faut penser les girls. C'est génial, c'est génial. Et donc, on redevient un objet sexuel. Bravo. Mais bravo, comment il a réussi ce coup de maître. Et donc, tout, comme on est avec les États-Unis, toute notre manière de penser va découler des États-Unis. Et là, on recommence avec ces mecs qui commencent à dire « Ouais, moi, je suis dans ma meute, je vais t'apprendre ce que c'est d'être un vrai mec. » Mon Dieu. On n'avait pas le temps de sortir de cette culture et on entre déjà on était un peu décalé et là de nouveau avec merci Trump derrière il a fait la compagnie pour ça comme tu dis et donc ça c'est artificiel ça c'est pas naturel. C'est plus facile, en fait. Si on remarque, les femmes, elles se sont toujours battues. Première guerre mondiale. Sans les femmes, il n'y avait plus de pays.
Deuxième guerre mondiale, sans les femmes, il n'y avait plus de pays. Donc, quand tu sais que ceux qui vont se battre en premier, c'est les femmes, eh ben, si tu les mets de côté, si tu fais en sorte qu'elles se taisent, tu peux faire ce que tu veux dans ton pays. Parce que tu leur as donné tout ce qu'il fallait pour qu'elles se taisent. Et donc, il n'y aura plus de riot, il n'y aura plus de manif, quoi. Il n'y aura plus de contre. Puisque si on arrive à contrer les gens qui sont contre, ben c'est bon, on fait ce qu'on veut. Est-ce que vous pouvez raconter quelque chose de l'histoire du féminisme? Euh, si on regarde dans le passé de ce mouvement, quelles avancées importantes ont déjà été réalisées par ses membres? Alors je dirais le droit de vote déjà, le droit d'exercer une activité professionnelle sans l'accord du mari, et ça il me semble, si je dis pas de bêtises, ça date de 60, des années 60, non? Des années 60. C'est un peu nouveau. Non mais non mais le pire c'est non mais c'est ça quoi, le pire c'est que c'est hyper récent quoi. C'est que c'est récent. 68, c'est que c'est hyper récent. Et puis le droit à l'avortement, voilà. Ça, c'est encore Voilà, plus c'est- récent. Qui se discutent en plus, voilà, qui est toujours en discussion. qui est toujours. En France, est-ce qu'en France, c'était validé? Alors maintenant, c'est dans la Constitution. Constitution, on a le droit à l'avortement. C'est-à-dire que certains peuvent nous le refuser. Certains médecins ont le droit de dire non. Parce qu'on a le droit à l'avortement. C'est pas l'avortement qui est dans un droit constitutionnel. C'est la petite nuance. C'est la petite nuance française, parce qu'il faut savoir que les Français, ils ont toujours une petite nuance dans le droit. Ils nous donnent pas tout comme ça. D'accord. Donc voilà. Oui, alors sinon, les avancées, oui, déjà tout ce que tu as dit. Après, en fait, les avancées, on en fait tout le temps et on recule tout le temps de 3 pas. C'est-à-dire que des avancées, on ne les met pas en pratique. Oui. C'est-à-dire qu'on va nous dire, mais regardez, on a le droit, normalement, dans toutes les entreprises, 50% des hommes, 50% des femmes, la parité. Et à chaque fois, en fait, cette parité, si on regarde bien, en fait, il y a toujours, en fait, un biais pour dire oui, il y a par exemple, il y a 50% de femmes et il y a 50% d'hommes dans cette même entreprise. Mais si on regarde, quels sont les postes, en fait, pardon, c'était une fourmi, quels sont les postes, je veux dire, de pouvoir, là, il n'y aura jamais 50% de femmes et 50% d'hommes. Mais non, parce qu'en fait, on va mettre 50% dans l'entreprise. Super, il y a 50% de secrétaires. Pourquoi vous pensez que ça se passe? Est-ce que on peut en parler par rapport aux clichés que nous, les femmes, en tant que femmes, nous, on n'a pas envie d'avoir ces postes, c'est nous qui n'a pas, ou c'est plutôt vraiment gouvernement que nous permet pas. Je pense également que on se crée aussi nos blocages internes. Il y a ça aussi, je pense. Et ouais. On ne se sent pas légitime. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une forme de sensation de n'être pas légitime, et je pense aussi que On n'ose pas. on n'ose pas. Ouais, on n'ose pas. Et aussi, le problème aussi, c'est que le gouvernement, quoi, je veux dire, le gouvernement, c'est vite dit, mais ce système patriarcal, s'il donne autant de place aux femmes, ça va tout changer. Mais ça va tout changer. Oui, mais le souci, c'est que pour eux, tout va changer. Et pour eux, c'est trop grave. Parce qu'en fait, ils ont tellement été habitués pendant des siècles à avoir cette mentalité, cette façon de travailler, cette façon de penser, que si on chamboule tout, mais ils savent plus où se mettre. Regardez encore, on va voir l'Académie française. L'Académie française, mais mon Dieu, c'est que des hommes. Il y a eu 3 femmes. Mais c'est gravissime. Le Sénat, on n'a qu'à regarder au Sénat combien il y a de femmes. On n'est pas du tout dans la parité, là, s'il vous plaît. Et si on met une parité là-dedans, mais tout change. Parce que s'il y avait 50% de femmes à l'Académie française, autrice, il serait passé comme ça. Et tout le monde dirait autrice, et tout le monde dirait Gesmer, et pas j'espère. Et tout le monde dirait, en fait, et tout le monde parlerait de matrimoine. Parce qu'en fait, il y aurait eu 50% de femmes à l'Académie française. Mais là, non, on est en train de nous prendre la tête pour un mot autrice, pour dire auteur, alors que ça vient du latin à autrice. Donc vraiment, on est en train de nous prendre la tête là-dessus, mais on est d'accord pour le mot gerbance. Je comprends pas. On est d'accord pour des anglicismes. On est d'accord pour mettre des anglicismes dans notre dictionnaire français, mais pas pour mettre un mot autrice qui a toujours existé.
ou philosophesse, ou doctoresse. Doctoresse, mon père, il disait doctoresse. Je veux dire, mais les grands-parents disaient doctoresse. Donc, je veux dire, à un moment, reprenons nos mots, on existe. Voilà. Mais c'est... Exactement. Mais moi, je veux dire aussi, c'est que Molière, il parlait... Avant, on disait je la suis, je la sais. Molière, en fait, on parlait comme on voulait. C'est pour ça que l'Académie française a été inventée. C'est parce qu'il y avait beaucoup de femmes autrices. Et comme il a commencé à avoir trop de femmes dans ce monde culturel, l'Académie française est arrivée pour mettre un stop à tout ça. À l'époque de Louis XIV. Donc en fait, c'est une vraie volonté gouvernementale, sociétale, d'effacer la femme de la société. Et le temps qu'on ne se rend pas compte de ça, on ne pourra rien faire changer. Est-ce que vous pensez que c'est consciente, ils font ça consciente? Bah, je pense Ça que m'intéresse c'est... Non, mais toujours. alors, ouais, mais C'est vraiment- je pense que c'est conscient parce que on n'arrête pas de démontrer que le féminisme et l'égalité et que c'est naturel. Que le féminisme est naturel et qu'on n'arrête pas de démontrer par la science, par les analyses, par l'histoire, que le patriarcat, c'est totalement culturel. C'est totalement culturel, Et je que, suis d'accord. et que si on était honnête, Oui. les hommes diraient en fait, le patriarcat, on oublie. Et vu qu'on n'arrête pas de démontrer que le patriarcat n'a aucune raison d'exister, n'a aucune raison valable, qu'en fait ça n'existe pas, que tout n'est que préjugé, stéréotype, donc du coup il y a forcément une résistance parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, on est en train de perdre ». Alors qu'en fait, le patriarcat, on n'arrête pas de démontrer que le patriarcat n'a aucune raison d'exister. Alors le fameux argument d'exister plus, on peut dire. Voilà, non mais parce que leur argument préféré c'est oui mais regarde les femmes préhistoriques. Et bien les femmes préhistoriques, elles chassaient. Les femmes préhistoriques, elles construisaient des maisons, les femmes préhistoriques. Elles s'occupaient Eux tous, ils disent ça. Ça, c'est Voilà. vrai. Ouais, elles s'occupaient certes du foyer, mais elles chassaient quoi. Non, elle ne s'occupait pas du foyer. Françoise Héritier a fait une étude là-dessus. Françoise Héritier, une grande sociologue, elle a fait une étude là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on était égal à égal. Il y a même des femmes vikings qui ont été retrouvées en fait dans des cercueils, des grandes femmes vikings, chefs de village. Chef de village, bien chefesse de village. Donc du coup voilà, donc ça a vraiment existé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la première révolution, on va dire, c'est Françoise Héritier, elle a fait vraiment ça. Donc pendant la première révolution industrielle, si je dis pas quoi, non, première révolution agricole, pardon. Industrielle, c'est après. Révolution agricole. Donc du coup, les hommes travaillent, les femmes restent au foyer. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la viande aux hommes, les protéines. Et nous, les femmes, comme genre on travaille moins, on garde en fait le blé et tout ça et on le bouffe. Donc physiquement, on devient plus faible. C'était faux. Avant, on avait la même force. On a été en fait, comment dire, on nous a enlevé la protéine de la bouche par la société. Donc encore une fois, c'est pas vrai. On n'est pas plus faible que les hommes. C'est la société qui a fait en sorte qu'on s'affaiblisse. Franchement, c'est waouh. Voilà. Et attends, et si je veux dire encore un autre truc, parce qu'en fait, juste pour dire, parce qu'on dit, est-ce que c'est une volonté gouvernementale de mettre les femmes dans cette situation? Oui. Pourquoi? C'est très simple. Alors, combien de lois ont été mises en place? Combien de structures administratives ont été mises en place pour faire attention que tous les gens qui avaient un pôle emploi, ce soit un vrai pôle emploi, qui ne soit pas en train de voler l'État? Ah, on a mis plein de choses en place. En revanche, pour qu'une femme soit respectée au travail, Oh putain. Rien. c'est où? Pour qu'un enfant ne soit pas violé toutes les 3 minutes, c'est où? Pour qu'une femme ne soit pas morte tous les 2 jours, c'est où? Mais en revanche, que Pôle emploi ne se fasse pas prendre 300 € par un petit migrant, alors là, on a tout inventé. Et en revanche, on laisse l'évasion fiscale. Là, depuis que Macron est au pouvoir, on a à peu près, c'est très simple. Nous, notre PIB, il est mort. En revanche, Bernard Arnault, il était 30e plus riche. Après le Covid, il est devenu premier mondial. Excusez-moi, comment c'est possible ça? Et après, ne me dites pas que c'est pas le gouvernement qui fait en sorte que la femme reste là où elle est, que les femmes restent là où elles sont.
C'est non, c'est vraiment une volonté gouvernementale. Après, j'avais la question par rapport à la discrimination envers les femmes existe-t-elle encore aujourd'hui? Mais bien sûr, on a déjà parlé par rapport à ça, mais si vous voulez, si vous avez ajouté quelque chose. Par exemple, aux États-Unis, la Cour suprême a décidé d'annuler un arrêté qui permettait aux femmes d'avorter dans tous les pays, enfin dans tous les États qui étaient d'accord. Ouais. Et maintenant, c'est aux États de décider si oui ou non. Donc, du coup, déjà, il y a de nouveau, on se dit, oui, en Occident, non. Bah, si, en Occident, oui, c'est ça. Il y a un empêchement d'accéder à l'avortement. Ouais. L'avortement est Oui. criminalisé. Et criminalisé, oui. Et je rajouterais aussi que la phrase d'Emmanuel Macron sur le réarmement démographique, oh, moi, ça m'a vraiment agacée parce que tout d'un coup, je me suis dit, ok, donc mon corps est au service d'une idéologie. Mon corps est au service de l'État. Mais de quel droit mon corps est au service de l'État? De quel droit tu oses me dire que mon corps est au service de l'État? Bien sûr. Mais, pour rebondir là-dessus, c'est parce que c'est une volonté économique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'en interdisant l'avortement, on a dit oui en revanche à la PMA. Donc, c'est-à-dire mettre un enfant pour autrui, la gestation pour autrui. La GPA, pardon. Pardon. Je dis PMA, désolé. La GPA, la GPA, je veux dire. La gestation pour autrui. Et ça se quantifie. Si tu n'as pas le droit d'avorter, tu vends ton enfant. Donc, on devient un objet économique. En fait, en plus d'être un objet sexuel, on devient en plus de ça un produit. Ce pouvoir de création, juste comme ça, parce que Niki de Saint-Phal, qui est une grande artiste française et internationale aussi, elle a subi en fait l'inceste. Donc, la première fois qu'elle a été connue pour son art, elle a mis en fait dans du plâtre des choses, du liquide, des objets. Et elle a pris un 22 long rifle et elle a explosé le plâtre jusqu'à ce que ça devienne quelque chose. Et elle disait justement, les hommes nous jalousent, nous les femmes, puisque nous avons la création. Un homme, il peut faire des gratte-ciel. Il n'arrivera jamais à faire un gosse. Et donc, il nous jalouse parce que la création est en nous. Elle est en nous, en fait. Et je pense que cette jalousie, elle existe. C'est-à-dire qu'elle existe d'une manière atavique. Parce qu'en fait, c'est ce que Françoise Héritier disait, c'est que quand on est dans un système animal, on va se dire, ok, j'ai besoin de mâle avec moi. Une femelle peut me donner un mâle. Donc, cette femelle m'appartient, puisque j'en ai besoin. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à faire un système économique, objet sexuel, un système d'objectivisation de la femme. Ouais. Voilà, c'est du sauvage. Ouais. Et après, aujourd'hui, les hommes, ils se disent, mais nous, on est éduqués. Mais où est votre éducation, s'il vous plaît? Puisque, regardons les chimpanzés. Je vous jure, les chimpanzés ont 98% de... Non, mais c'est vrai, ils sont pareils que nous à 98%. C'est énorme. Un chimpanzé, quand il se fait... Je vous jure, il y a un super documentaire là-dessus. Il sait pas quoi faire. Il regarde sa troupe. Allez, on va faire la guerre. Ils vont à côté. Ils vont faire la guerre à d'autres chimpanzés qui n'ont rien demandé. Ils violent les femmes. Ils ramènent les femmes en les tirant par les cheveux. Ils les ramènent dans leur troupe. Parce qu'ils n'avaient rien à faire. Parce qu'ils s'ennuyaient. Nous sommes des chimpanzés. Et maintenant, quand on me dit « Ah non, parce que le règne animal, nous les humains, on est beaucoup plus intelligents », eh ben non. Eh ben non. On est au même stade que les chimpanzés, sauf qu'on a plus d'argent. J'espère qu'on va devenir plus humain. Et je rajouterais par rapport aux discriminations, par rapport au fait de ne pas vouloir d'enfants. Moi, à chaque fois, on me demande de me justifier sur le fait de ne pas vouloir d'enfants. Comme si mon utérus appartenait au reste de la société. J'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Alors moi, je veux bien me justifier si eux, ils se justifient sur pourquoi ils ont eu des enfants. Parce que avoir un enfant, c'est un choix. Je pense pas tant que ça que l'instinct maternel soit si naturel que ça.
Voilà, c'est ma façon de penser. Peut-être que d'autres feront: «Ah mais non, si, je pense que» et avec plaisir pour les écouter. Oui, déjà, quand on dit: «Je ne veux pas enfanter», tout d'un coup, on est Catalogué. catalogué de personnes, égoïstes, qui et j'ai entendu un argument: «Oui, mais du coup, tu ne travailles pas pour la société, pour le repeuplement de la société». Je mais pardon, je suis vulgaire, désolée, mais je ne veux pas et toi tu en veux, vas-y. Moi je n'en veux pas, c'est mon choix aussi. Tout est un choix. Oui, mais on pense encore que le corps des femmes nous appartient. Je reviens sur le procès de Mazan. L'une des défenses des accusés, c'était de dire: «Ah ouais, mais je pensais que son mari était d'accord». Bah non, elle dort. Pas qu'elle dort, tu vas pas demander au mari s'il est d'accord alors qu'elle dort. Du coup, il y a beaucoup d'hommes qui ont dit oui, mais l'homme était d'accord. L'homme était d'accord de donner sa femme. De donner sa femme. Donc moi, je me suis pas posé la question si la femme était d'accord, puisque l'homme était d'accord de donner sa femme. Ça a été en fait ça a été une manière de dire c'est pas ma faute. Et comment pouvoir dire non? Moi, je viens d'une famille des Balkans. Mon père et ma mère sont croates de Bosnie-Herzégovine. Mon père m'a éduquée comme comme votre grand-mère en France, quoi. J'ai une éducation qui est hyper arriérée. Et je n'avais pas le droit de dire non à mon papa. Avoir le droit de dire non à un homme, si je l'ai jamais fait, si j'ai jamais été éduquée pour. Et là le souci, on doit éduquer les filles à choisir, à s'imposer, à dire non, ça ne me va pas. On doit éduquer les enfants à dire non, tu ne m'embrasses pas. C'est pas parce que c'est mon tonton qu'il a le droit de me faire des bisous. Je veux dire, moi, mes neveux, parfois, ils veulent pas que je leur fasse des bisous. Je dis, ok, c'est pas grave, ciao, au revoir. Et ma sœur qui fait, non, 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 tu viens dire au revoir à Tati. Non, non, non. Ils sont pas obligés, en fait. C'est dès l'enfance, on doit leur apprendre à choisir. Un enfant, ce n'est pas la prolongation de ton bras. C'est ça. C'est ça. Non, mais je veux dire, souvent, les gens, ils se disent, ah, je dois faire un gosse parce que machin. Moi, je rêve d'avoir des enfants. J'ai pas la situation économique pour en avoir. J'aimerais tellement pouvoir éduquer un être humain. Mais je vais pas le faire parce que c'est le temps, parce que c'est le timing, parce que j'ai 39 ans, j'ai pas de thune. Et si j'en fais pas, si je fais pas dans cette vie, ben, tant pis pour moi. C'est comme ça. Mais je vais pas, moi, prendre un enfant juste parce que moi, j'ai envie. C'est égoïste. C'est un être humain. C'est un être humain qu'on doit éduquer pour que lui, il soit mieux dans ce monde-là. Et pas juste pour notre petit microcosme. Je pense qu'aussi que les gens, au-delà du féminisme, en devenant adultes, ils oublient quelque chose. On fait partie d'une société humaine, d'une société terrestre, d'une société universelle. On n'est pas dans une société économique et sociale, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. L'argent n'existe pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y aura plus d'argent, qu'il n'y aura plus d'arbres, qu'il n'y aura plus rien, tu vas faire quoi avec tes millions? Tu vas faire quoi avec ton bunker? C'est pas ça la vie. La vie, c'est qu'on est des êtres vivants, comment dire, on est en interaction. Et ça, on l'oublie en étant adulte. On se dit, ouais, mais c'est pas grave, il y a la guerre en Iran, il y a la guerre là-bas, il y a la guerre là-bas, j'ai pas envie de penser à ça, donc je vais passer à ma petite famille. Et je vais faire un petit métier qui va être bien pour ma petite famille. Et on oublie tout. Et donc la Terre, elle part en vrille. La dernière question, c'est comment parvenir à cette égalité? Quelles actions sont nécessaires et qui doit les mettre en œuvre? Alors c'est très compliqué parce que j'ai pas la solution. Parce que j'aimerais avoir une solution et dire mais c'est facile, il suffit de faire ça, ça, ça et on y arrive. Non, c'est trop compliqué même parce qu'il faut que ça soit une volonté sociétale et une volonté gouvernementale. Ce qui est horrible, c'est que souvent on se rend compte que pour changer l'ordre mondial, il faut que quelqu'un arrive et dise stop. Maintenant, il faut qu'on change tout. Et ça m'étonnerait qu'on va arriver dans une dictature féministe. Je pense pas qu'on aura ça un jour. Je pense pas qu'un jour quelqu'un va dire stop. Maintenant, faut écouter les femmes. Nous, si on n'a pas de puissance gouvernementale, on fait quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étatiquement, ce qui se passe, c'est que Macron a dit je vais faire du féminisme mon combat. Il a dit ça pendant. Oui, et oui, ça fait trois. Il a dit ça. Il a dit ça, mais plusieurs fois. Il a dit c'est le mandat du féminisme.
Et depuis qu'il est au pouvoir, on a de plus en plus d'écarts juridiques pour nous. Depuis qu'il est au pouvoir, il faut savoir il y a plus de femmes désenfantées en prison qu'avant. Une femme désenfantée, c'est quoi? C'est une femme qui a pris son enfant parce qu'il se faisait violer par son mari, parce qu'il subissait des viols par son mari. Elle a kidnappé l'enfant, elle est partie. Le mari a porté plainte, la femme est en prison et l'enfant est reparti chez le papa. Sophia Biba, elle a 4 enfants chez le père. Elle a fait en sorte, elle a un enregistrement, elle a mis un enregistrement dans le doudou de sa fille. On entend le viol de sa fille par son mari, son ex-mari. On l'entend. La juge, elle a dit c'est irrecevable. Vous mentez, madame. Et aujourd'hui, elle se bat et elle n'a plus le droit de faire quelque chose, sinon elle va en prison. Donc elle se bat avec des associations féministes. Mais ça sert à quoi? Ça fait 6 ans que ses enfants sont chez leur père incestueur et que maintenant ils veulent même plus la voir parce qu'ils lui disent « tu m'as abandonné ». C'est quoi ça? Et des femmes comme ça, il y en a 40. Et depuis que Macron est au pouvoir, il y en a de plus en plus. Et des femmes en prison, c'est pas normal juste parce qu'elles ont voulu protéger leurs enfants. Le problème, c'est que où est la solution quand les chefs du gouvernement n'en ont rien à faire des enfants et des femmes en France? Alors, imaginons dans les autres pays. Imaginons dans des pays où il n'y a pas une société éduquée. C'est hallucinant. Et après, je prends le cas, après je m'arrête, je te laisse parler, mais je prends le cas du Rwanda. Le Rwanda, il y a plein de choses pas bien. Attention, attention. Paul Kagame, il fait la guerre au Congo. Il y a plein de choses pas bien. Je ne dis pas le contraire. Mais comme en fait, il y a eu un génocide, il n'y a plus d'hommes. Donc les femmes sont revenues au gouvernement. Depuis qu'il y a des femmes au gouvernement, la culture s'est développée, le tourisme, l'économie, l'écologie. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Après, je ne dis pas que le Rwanda, c'est le meilleur des pays. Encore une fois, ils font une guerre au Congo, sur le Nord Kivu, et c'est toujours, voilà, c'est la merde partout. Mais ce que je veux dire, c'est quand on voit qu'il y a des femmes arrivent dans un pouvoir gouvernemental, ça se passe mieux. Le nom de cette émission. Ici, les femmes étaient les présidents. Ah bah voilà. Voilà. Laura, est-ce que tu peux ajouter quelque chose par rapport à cette question? Qu'est-ce que la solution? Est-ce que tu... Je sais pas, je suis un peu démunie, pareil. Intuitivement, Déjà, je trouve que la justice devrait Qu'est-ce qu'au quotidien, peut-être, on peut faire? Les petits pas, les petits gestes. éduquer plus les enfants, quoi. Non, mais il y a une loi qui est passée. Les garçons, oui. Il y a une loi. Non, parce qu'il y a une loi qui est passée pour interdire les réseaux sociaux. Enfin, il y a une loi qui est passée. Une loi qui est en train d'être discutée pour interdire les réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que je suis vulgaire aujourd'hui. Parce que, waouh, on a accès, les enfants ont accès à des contenus. Je pense à Alex Hitchen, qui est un influenceur misogyne, masculiniste. Vous allez écouter ses propos, vous allez tomber de votre chaise. Et N'écoutez pas ses propos, oubliez ce nom. non, mais voilà, et que donc du coup, pas penser à ça. c'est que les enfants et les ados ont accès à ce genre de contenu et ça s'intègre dans leur cerveau. Oui, donc je pense qu'il est utile de... Déjà, je trouve qu'à 15 ans, 13, 14, 15 ans, on est encore hyper influençable. On se construit, on est encore plein de constructions. On est encore hyper influençable. Donc oui, à 15 ans, on est encore influençable et on construit notre façon de penser à cet âge-là. Et oui, voir du à 15 ans, ça te bousille un peu ta façon de voir ton corps, quoi. Complètement. Voilà. Et voir ce genre de contenu masculiniste également, genre Alex Hitchen, ça bousille ta façon de concevoir ton rapport aux hommes et aux femmes. Enfin, ta conception des rapports hommes-femmes. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Santana. C'était un grand plaisir de parler avec vous. Et j'ai envie de continuer, vraiment. J'avais des frissons plusieurs fois pendant notre discussion. Merci beaucoup.